Voilà, merci de nous retrouver pour l'intégrale de la revue de presse. Liemé, bonjour. Bonjour Renaud. Bon, très heureux de partager ce moment avec vous, particulièrement aujourd'hui parce que le drapeau de la Côte d'Ivoire a flotté haut, quelque part à Porto Rico, grâce à Olivia Yassé, qui a été sacrée deuxième dauphine du concours Miss Monde. Une étoile particulière, cette jeune dame. Elle a fait vibrer toute la nation ivoirienne. Personne n'a dormi cette nuit, oui. Mais au-delà de cette nuit, c'est plusieurs mois de préparation sur les réseaux sociaux. Des comités se sont créés, des fans se sont mobilisés à travers les réseaux sociaux, à travers la Côte d'Ivoire tout entière, les autorités administratives jusqu'au haut sommet de l'État. Tout le monde avait compris que quelque chose se préparait avec Olivia Yassé, qui se présente comme la petite fille de la reine Abla Kokou. Cette onction-là jusqu'à se hisser au troisième rang de ce concours mondial. C'est historique, c'est fabuleux, c'est merveilleux. Félicitations à elle. En tout cas, félicitations jusqu'au bout de la nuit. Elle a fait vibrer toute la Côte d'Ivoire. On avait l'impression qu'il y avait un match de la Coupe du Monde. En tout cas, c'était Miss Monde. Voilà. Que de rebondissements, que de suspense dans cette compétition. La nuit a été riche en émotions. On a joué le temps additionnel avec elle. Les prolongations au temps additionnel et tous ces suspects là à la clé. Une troisième place dans ce concours. On est heureux pour elle. Yassé, c'est pas que cette belle silhouette, c'est une jeune femme brillante, intelligente, éloquente. Elle allie tous ces talents-là et je crois que c'est la combinaison donc de toutes ces qualités qui lui ont permis donc de se hisser à ce rang historique pour notre pays, la Côte d'Ivoire, il faut le rappeler. Historique pour l'Afrique francophone. La première fois dans l'histoire de l'Afrique francophone qu'on arrive donc à se hisser à la troisième place de cette compétition prestigieuse. Et il fallait la Côte d'Ivoire pour le faire. Bon, en tout cas, bon, là, c'est du chauvinisme pur, hein, mais on ne va pas s'en priver. Hein. On est content aujourd'hui. Et avant Olivia Yassé, il y a 10 Miss Côte d'Ivoire qui ont tracé la voie. Et on peut citer, par exemple, Rose Armandoula en 1985, qui a atteint les demi-finales de la compétition. Et après elle, on a eu d'autres encore, Miss Côte d'Ivoire 2009, 2010, 2011, 2012. En tout cas, la liste est longue. Et Olivia Yassé, aujourd'hui, est venue mettre la barre un peu plus haute, mettant la pression sur celles qui vont venir après. Tantôt, justement. Elle a mis les concours de beauté en Côte d'Ivoire à un certain niveau. À un certain niveau. Une organisation rondement menée, soutien de la famille, soutien des amis, mais une équipe également qui a accompagné Olivia Yassé. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de rebondissements donc, dans ce concours. La finale devrait se tenir au mois de décembre dernier, le 16 décembre dernier. Finalement, ça a été reporté en raison de plusieurs cas de Covid au sein des candidats, dont Olivia Yassé elle-même, mais elle a dû retrouver l'énergie nécessaire pour rebondir, se remettre dans le sens de la marche. Elle y a cru. Le résultat est là. Nous sommes heureux pour elle, nous sommes heureux pour toute la Côte d'Ivoire et à travers elle, nous pensons à toutes ces jeunes filles qui s'identifient à Olivia Yassé aujourd'hui, pas comme modèle de beauté en termes d'exhibition, mais en termes de valeur promue par cette jeune dame qui fait aujourd'hui la fierté de toute la nation ivoirienne. Et Olivia Yassé, grâce à qui la Côte d'Ivoire a vraiment brillé au firmament mondial. On va parler d'autre chose, l'IME, on sort du concours de beauté et on va parler de la visite qu'a rendue hier le ministre de la Réconciliation nationale, Kouadio Konan-Bertin, à l'ex-première dame Simone Gbagbo. Et à l'occasion de cette visite, il a présenté les résultats du dialogue politique qui s'est refermé récemment. Oui, on dit figure de proue du Front populaire ivoirien, Simone Gbagbo aujourd'hui. C'est vrai qu'elle ne milite pas au FPI ou encore au PPACI pour l'heure, parce qu'elle ne s'est pas encore officiellement prononcée sur son choix politique, mais c'est une figure de la politique ivoirienne. On ne peut pas parler de paix, de réconciliation sans prendre en compte également son point de vue. Elle avait dit en son temps qu'elle n'est pas officiellement invitée au dialogue politique, mais elle suivait avec beaucoup d'intérêt donc le dialogue politique. Elle avait même fait des propositions. Voilà, elle avait même fait des propositions.
Aujourd'hui, on parle de paix, de réconciliation. Il était important, et je crois que la démarche du ministre Kakabe est à saluer en allant vers Simone Gbagbo pour parler donc de paix, de réconciliation, lui annoncer officiellement la tenue de la journée nationale de la paix et de la réconciliation et du pardon qui, pour cette année, va se tenir le 15 décembre à Diokwe, une ville marquée par plusieurs affrontements en ce qui concerne la crise que notre pays a connue. La ville porte beaucoup de séquelles. Il est important qu'on se retrouve là-bas à Diokwe pour parler de pardon, pour parler de paix, pour parler de réconciliation nationale. Et c'est tout un symbole, le choix de la ville de Diokwe. Il fallait donc associer toutes les tendances, toutes les sensibilités politiques. Et je crois que c'est dans cette démarche que s'inscrit le ministre de la Réconciliation en allant rencontrer l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, à qui donc elle présente le programme de cette journée, la ville retenue pour cette journée, les enjeux de la tenue de cette journée, mais également l'invité à participer à cette journée qui, on le rappelle, se tiendra donc le 15 novembre prochain à Diokwe. En tout cas, l'ex-première dame a remercié le ministre Kakabe pour cette démarche, ce qui, selon elle, s'inscrit dans la droite ligne de la réconciliation nationale dont le ministre porte la charge. Et elle a invité tout, à travers elle, elle a invité toutes les tendances politiques et toutes les populations ivoiriennes, bien évidemment, à monter dans ce train de la réconciliation nationale et du pardon initié par les autorités ivoiriennes. Diémé, on parle de football, mais pas sur le rectangle vert, mais en dehors, apparemment, en tout cas, on l'appelle de tous nos voeux, bien la crise à la Fédération ivoirienne de football, mais va se refermer parce que tous les derniers obstacles ont été levés. On sait aujourd'hui quand aura lieu l'élection du président de la FIF. Renaud, généralement, c'est quand on parle de la balle au panier, au panier, qu'on parle de rebond, mais au football, en Côte d'Ivoire, il y a plus de rebond. Mais cette fois-ci, on veut y croire. De rebondissement dans cette affaire d'élection à la Fédération ivoirienne de football. On veut croire, en tout cas, tu l'as dit, que cette fois sera la bonne. La date du 23 avril a été donc annoncée pour la tenue de l'Assemblée générale élective. Oui. Avant cela, les présidents de clubs vont se retrouver en Assemblée générale. Ce sera donc le mardi 5 avril 2022. Oui. Cette Assemblée générale-là va permettre donc de modifier les tests, en tout cas en ce qui concerne l'article 47. Oui, qui était vraiment un article, un point d'achèvement. Qui est relatif donc à la question des parrainages. Oui. Il va falloir donc modifier l'article 47 et c'est à l'issue donc de cette Assemblée générale dont l'ordre du jour principal porte donc sur la modification de l'article 47 qu'on ira finalement le 23 avril à l'Assemblée générale élective qui devrait permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir enfin le nom du nouveau président de la Fédération ivoirienne de football. Longtemps que ça dure, cette affaire de normalisation, il faut un comité exécutif élu à la tête du football ivoirien pour mettre en œuvre les projets. Vous savez que lorsqu'on gère une transition, on ne fait que gérer les affaires courantes. On ne peut pas parler de projet, on ne peut pas parler de développement. Vous savez, alors que les problèmes du football ivoirien, ce n'est pas que les élections. Il faut parler d'infrastructures, il faut parler de football des jeunes, il faut parler de préparer la relève et n'oublions pas ce rendez-vous important. La Côte d'Ivoire organise l'année prochaine la Coupe d'Afrique des Nations. C'est 24 pays qui viennent en Côte d'Ivoire. La configuration a changé. Ça implique plusieurs ressources en termes d'infrastructure, en termes d'engagement, mais également en termes de mobilisation populaire. Et ce n'est pas, en tout cas, avec un comité de normalisation qu'on ira organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Il faut enfin qu'on ait un président de la Fédération ivoirienne de football élu. En tout cas, l'ex-président de la Fédération ivoirienne de football, qui est président d'honneur, Jacques Anoma, aura joué un rôle crucial dans la résolution de cette énième crise. Voilà, en jouant le médiateur, il est arrivé à concilier toutes les positions. Et aujourd'hui, on a pu obtenir cette date consensuelle du 23 avril 2022. Il faut saluer surtout les présidents de clubs qui ont accepté de mettre de l'eau dans leur Nyamakoudji. Justement, ils n'étaient pas contents et ils avaient quelque part raison de ne pas
être contents de la tournure que prenaient les choses, mais ils ont compris que dans l'intérêt de tous, il fallait mettre comme tu l'as dit, mettre balle à terre et puis accepter d'aller à cette autre rencontre, rediscuter et puis parler finalement d'élections. En tout cas, ils ont fini par accepter. La raison a pris le pas sur le dessus. Hein, et voilà, on ira à cette élection le 23 avril 2022 pour savoir entre Didier Drogba, Sidi Idriss Diallo ou encore Sori Diabaté, les trois candidats déclarés pour le moment, hein, qui sera le nouveau président de la Fédération ivoirienne de football. On espère que cette fois-ci, ce dossier sera clos. Liamé, on parle d'autre chose et là, on va s'intéresser au recensement général de la population et de l'habitat. La dernière phase qui s'est terminée récemment et la Côte d'Ivoire compte, selon les chiffres avancés par la ministre Kabanialé, 28 millions d'habitants. Et sur ces 28 millions d'habitants, il y a plus d'hommes que de femmes. Oui, justement, ça met un peu plus de pression encore sur la gente féminine, plus d'hommes que de femmes, alors que déjà, voilà, c'est un peu complexe. Mais ce sont les chiffres donc provisoires révélés donc à l'issue de ce recensement général de la population et de l'habitat. Des chiffres importants que la ministre a bien voulu expliquer. Plusieurs raisons donc peuvent expliquer le fait qu'il y ait plus d'hommes que de femmes en Côte d'Ivoire. Elle a expliqué cela par le fait que la Côte d'Ivoire soit une terre d'immigration et que généralement les hommes partent à l'aventure et laissent derrière la famille et la femme et les enfants. Et cela explique donc qu'en Côte d'Ivoire, on puisse avoir un peu plus d'hommes que de femmes. À l'inverse, on pourra constater que dans la sous-région et dans d'autres pays qui sont des pays de départ, on puisse constater qu'il y a plus d'hommes, plus de femmes que d'hommes dans ces différents pays-là. En tout cas, la ministre a indiqué qu'il y aurait le lancement du recensement post-censitaire qui va permettre de repêcher ceux qui n'ont pas pu être recensés et surtout permettre d'arrêter le nombre définitif de la population ivoirienne. Autre chose qui est sur notre conducteur aujourd'hui, il va y avoir une enquête plutôt une audience foraine qui va être faite pour permettre aux élèves qui sont en classe de CM2, qui ne détiennent pas d'extrait de naissance, de pouvoir avoir ce fameux sésame-là, sans lequel ils ne peuvent pas passer l'entrée en 6e. L'État ivoirien veut que tous les enfants aient la chance d'aller à l'école. Et vous savez qu'avant, lorsque vous n'avez pas d'extrait de naissance, vous n'êtes pas admis à l'école. Mais on a fait cette ouverture-là pour permettre de donner la chance à tous les enfants d'aller à l'école. Les parents aussi derrière doivent faire un peu d'effort quand même. Faire en sorte que l'enfant en allant à l'école soit déjà, un enfant qui naît soit déjà déclaré à l'état civil. Oui. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être déclarés à l'état civil, ces audiences foraines-là sont organisées donc pour leur donner la chance d'avoir un extrait d'acte, un jugement supplétif, pouvant leur permettre donc de se présenter au concours d'entrée en 6e. Oui. C'est donc à partir du mois prochain, ils auront donc l'occasion donc de participer à ces audiences foraines-là. Les parents doivent... C'est du 21 mars au 8 avril 2022. Au 8 avril. Les parents doivent saisir ça comme une chance exceptionnelle de faire établir à leurs enfants des extraits d'acte de naissance. Et la ministre l'a dit, pour les enfants qui n'auront pas obtenu d'extrait d'acte de naissance à l'issue donc de ces audiences foraines-là ne pourront pas se présenter au concours d'entrée en 6e. Et ces enfants, ils sont 69 523 selon les chiffres qui ont été établis par le ministère de l'Éducation nationale. Donc cette opération va avoir lieu, on l'a dit, du 21 mars au 8 avril 2022 sur l'ensemble du territoire national. Donc les parents sont invités à déclarer leurs enfants qui n'ont pas d'extrait de naissance pour que ce document puisse leur être établi. On referme l'IME, ce numéro de l'intégrale de la revue de presse, avec le Hajj 2022 qui va avoir effectivement lieu cette année et qui sera ouvert à tous les musulmans du monde entier. Au grand public, tu l'as dit, après 2 ans de suspension due à la crise de Covid-19, les fidèles musulmans auront donc l'occasion de renouer avec ce 5e pilier de l'islam. Le Hajj aura lieu cette année et déjà du côté de l'Arabie Saoudite, les préparatifs sont en cours pour permettre donc à ce pays-là, à la Terre Sainte, de recevoir tout ce flot de personnes qui arrivent des 4 coins du monde pour participer donc au Hajj, qui est un grand moment dans la vie du croyant musulman, un grand moment. Le 5e pilier de l'islam. Justement.
Oui, et donc ici, la Direction générale des cultes a indiqué que ce sont les pèlerins qui s'étaient inscrits pour l'édition 2020 qui sont prioritaires. Justement, le Hajj avait été suspendu en 2020 pour raison de Covid, alors que des pèlerins étaient déjà inscrits. Oui. Ils seront donc prioritaires et s'il y a des places encore disponibles, la liste pourra être ouverte donc à de nouveaux candidats. En tout cas, bon mois de jeûne pour bientôt, hein, pour les musulmans qui arrivent, et bon mois encore de jeûne pour les chrétiens catholiques de Côte d'Ivoire qui actuellement sont dans la période de jeûne chrétien. C'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci Liémé, je rappelle, rédacteur en chef de Radio Yopougon pour ce moment, de l'intégrale de la revue de presse. Naomi, merci. Merci beaucoup, messieurs. On se retrouve la semaine prochaine avec Thierry Angeval, mais Renaud Cobia reviendra tout à l'heure pour... L'info continue. Merci.